Les Baladeurs, une série audio Les Others. Des balades, des aventures, des mésaventures en pleine nature. Prêt pour le départ ? Prêt ? C'est parti. À travers l'œil de son appareil photo, Sidney Léa Lebourg observe le monde, s'interroge, le questionne. Elle s'émerveille des beautés minérales, des couleurs changeantes des pierres selon l'heure du jour, et des gens aussi, qu'elle rencontre sur ces terrains d'exploration. Elle capte leurs sourires, les modes de vie, tente de retranscrire les nuances, les petits gestes du quotidien, pour les raconter et témoigner. Mais parfois, la beauté est gâchée. Parfois, c'est la révolte qu'elle ressent et qu'elle contient derrière son appareil. Alors, les clichés prennent une autre valeur. Ils dénoncent. Du haut du volcan Kawaïdjen en Indonésie, entre les vapeurs de soufre, elle tente de rendre justice aux miniers, avec seulement son appareil photo, comme arme légère contre la déshumanisation. Mon père était photographe amateur. C'est lui qui m'a offert mes premiers appareils photo. J'ai d'abord eu des appareils jetables dans les années 90, puis des petits compacts numériques, notamment un Sony Cybershot et un petit Canon Ixus. Un peu plus tard, je me suis offert un réflexe amateur, un petit 550D que j'adorais et que je me suis malheureusement fait voler. Donc ça m'a rendue hyper triste, mais en même temps, ça m'a incité à passer sur d'autres appareils. Mon voyage le plus mémorable et le plus formateur, ça a été la traversée de l'Eurasie que j'ai fait en autostop juste après mes études en 2014. C'est un voyage qui a duré 8 mois et j'en ai profité pour faire un maximum de reportages, certains préparés, d'autres beaucoup plus spontanés. C'est lors de ce road trip que j'ai découvert Pamukkale en Turquie. C'est une colline recouverte de calcaire avec des piscines naturelles d'eau bleu turquoise qui est située au nord-ouest d'Ankara. C'est un lieu vraiment surréaliste et extrêmement photogénique. Ce qui fait que plusieurs années plus tard, en fait, courant 2017, j'ai voulu rechercher des lieux similaires dans le monde pour pouvoir photographier en fait à nouveau cet environnement très blanc. Et c'est comme ça que j'ai découvert les carrières de calcaire en Égypte. J'ai essayé de documenter les conditions de travail extrêmes liées à la production de calcaire dans la région d'Al-Minya. Donc à peu près à 200 km, 200-300 km au sud du Caire. Du coup, après avoir fait mon sujet en Égypte, j'ai voulu rechercher un autre sujet où j'avais les mêmes problématiques. En l'occurrence, en Indonésie, on a pas mal de gaz mortels, alors qu'en Égypte, en fait, on a pas mal de particules de silice qui sont elles aussi mortelles à long terme. Le fait qu'on soit vraiment sur un travail manuel extrêmement physique, j'avais envie de voir ça, j'avais envie de le documenter. Voilà, il y a des amis qui m'ont dit ah bah tiens, j'ai entendu parler de ce volcan en Indonésie qui s'appelle Ijen, qui est donc à l'est de l'île de Java. Donc, après, bah, j'ai été creuser, voir ce qui avait été fait sur ce sujet. Donc j'avais prévu 1 mois au cas où il y avait des aléas, et aussi parce que j'aime bien en fait quand j'arrive dans un pays avoir quelques jours où je prends un peu la température du pays, je discute avec les gens, je vois un peu comment ils fonctionnent, etc. Avant de rentrer dans mon sujet, je trouve que c'est bien d'avoir cette petite période d'acclimatation. Je savais que les conditions étaient difficiles sur place. J'ai acheté un masque à gaz. Je savais qu'aussi, même si l'Indonésie, on se dit il fait chaud et tout, mais bon, j'allais en altitude, donc j'allais faire des photographies aussi de nuit. Donc du coup, j'ai prévu aussi des affaires pour le froid. Les conditions, en fait, avec notamment les gaz toxiques, étaient extrêmement néfastes pour les appareils photo. C'est mauvais pour l'électronique. En fait, le soufre oxyde le métal. Donc, du coup, je me suis posé la question aussi de qu'est-ce que j'emmenais comme appareil photo. Est-ce qu'on peut pas, en fait, changer l'optique sur place? On peut pas ouvrir l'appareil photo, donc faut se dire, voilà, de quelle focale je vais avoir besoin. Et moi, en l'occurrence, je savais que j'aurais besoin de au moins 2 objectifs, donc il me fallait 2 boîtiers. J'avais prévu d'atterrir à Bali et de prendre le ferry, en fait, pour rejoindre l'île de Java.
Entre Bali et le ferry, j'avais 11 heures de bus. Après, j'ai pris le ferry. Quand je suis arrivée de l'autre côté, j'ai pris ce qu'ils appellent un Gojek. C'est une sorte de Uber local. Là, il y a une moto qui m'a proposé donc, de m'amener à Banyuwangi. La ville est très dense à Bali, alors que quand j'arrive, donc, la ville principale donc, dans laquelle j'arrive, c'est Banyuwangi. C'est complètement différent. Tout de suite, on sent que on est dans une ville beaucoup plus proche de la nature. Je fais beaucoup de couchsurfing, du coup je suis hébergée par un hôte à Banyuwangi pendant quelques jours. Et ensuite je vais dans une petite guest house plus proche du volcan. Et là je suis vraiment dans un petit village. Enfin c'est magnifique quand j'arrive sur place. Je traverse des rizières, une petite rivière, je vois des gens qui travaillent dans les champs. Le village c'est vraiment une petite rue toute droite avec des maisons de chaque côté. Comme on voit souvent en Indonésie, mais beaucoup de gens finalement sur le perron de leur maison. Tout de suite, ils te sourient et ils te font signe. La petite guest house dans laquelle j'étais, en gros, il y avait juste un matelas vraiment très très fin posé sur le sol. Les murs étaient décrépits. On voyait la peinture qui s'écaillait, qui tombait au sol. Comme dans beaucoup de chambres dans ces pays-là, il n'y a pas forcément de fenêtres parce que ça permet qu'il n'y ait pas de moustiques qui rentrent ou même par rapport à la chaleur, en fait, c'est mieux parfois qu'il n'y ait pas de fenêtres. Leur cuisine, c'est pareil, c'était vraiment très, très spartiate avec 2 plaques au sol. Il n'y avait pas du tout de meubles de cuisine et une grande marmite pour faire cuire du riz, quelques casseroles pour le reste. Mais après, l'accueil était très chaleureux. Le volcan est situé dans un parc naturel qui n'est ouvert que entre 1 heure du matin et 1 heure de l'après-midi. C'est dû au fait que la nuit, en fait, dans le cratère, le méthane, donc un des gaz qui sort de la mine de soufre, entre en combustion en contact avec l'oxygène et produit en fait des flammes bleues. Ce phénomène, il est assez impressionnant et il y a beaucoup de touristes qui viennent voir ce phénomène-là qui a lieu entre 2 heures du matin et 4 heures du matin. Moi, j'ai été sur le volcan à l'ouverture du site, donc à 1 heure du matin, voir faire l'ascension en même temps que les autres touristes, voir le lever du soleil à 5h, 5h30 du matin donc sur la crête du volcan, qui est aussi une des autres raisons pour lesquelles il y a beaucoup de tourisme à cette heure-ci. Parce que c'est assez impressionnant, on est au bord du cratère, les lumières et les couleurs sont absolument incroyables avec le lac acide au creux du volcan. On pourrait se dire, ah bah tiens, de nuit, on va faire l'ascension tout seul, mais en fait pas du tout. Il y a plus de 100 000 personnes qui font l'ascension tous les ans, et notamment la nuit, il y a plusieurs centaines de personnes qui montent aux mêmes horaires. Mon objectif, c'était de monter le plus vite possible pour essayer de photographier ces flammes bleues avant qu'il y ait trop de gens autour. Donc du coup, je pars bien en tête en me disant il faut marcher vite et arriver en haut le plus vite possible. Je slalome un peu en fait entre les touristes qui ont chacun leur lampe frontale, qui avancent à différents rythmes. Il y en a qui s'essoufflent assez vite, donc qui se mettent sur le bas-côté. Il y en a d'autres qui au contraire sont assez sportifs, donc tu les vois tracer. Il y a plein de gens qui jonchent la chaussée, le bord de la piste. Et en même temps, donc une ambiance assez particulière parce que c'est très silencieux. Il y a juste les gens qui marchent, le bruit des kawaii ou des vestes, enfin des parkas et tout. Quand on arrive la première fois là-haut, la vue est incroyable, même de nuit. Enfin, c'est assez bluffant. L'ascension du volcan, c'est à peu près 3,6 km. Selon le rythme des gens, ça peut se monter entre 1 et 2 heures, 2 heures de marche, voire plus si vraiment il y en a qui sont pas très sportifs. Et après, en fait, il y a 750 mètres de descente pour descendre dans le cratère. La descente dans le cratère est beaucoup plus difficile que l'ascension parce que c'est un enchevêtrement de pierres pour descendre dans le cratère. Il faut vraiment, là encore, slalomer entre les cailloux, les rochers, etc. On voit quand même, parce que les mineurs montent et descendent à cet endroit-là tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc il y a quand même un petit chemin qui a été un peu balisé.
Mais malgré tout, il faut être très prudent quand on descend parce qu'on peut facilement glisser. Et en plus, comme le trafic est finalement assez dense, avec les gens qui montent et qui descendent, on se dit que si on tombe, on peut en embarquer plus d'un. Alors normalement, j'ai choisi mes dates en me disant ah, c'est la bonne saison. C'est pas la saison des pluies, donc il fera pas trop chaud, etc. Sauf que j'avais oublié que c'était la période du Ramadan. La première inquiétude pour moi, ça a été de savoir est-ce que les mineurs travailleraient, parce que je voulais quand même photographier les mineurs dans le volcan. Et en fait, pendant le Ramadan, pour avoir fait d'autres pays musulmans avant, je sais que c'est tellement difficile pour eux de pas se nourrir dans la journée qu'en général, leur activité se réduit à cette période-là et voire ils arrêtent de travailler pour la plupart. Et bah, j'avais raison de m'interroger parce qu'ils travaillaient pas du tout à cette période-là. Donc en fait, ma première exploration du volcan, ça a été... je me suis dit, bah tant pis, vas-y en repérage, monte une première fois. Comme ça, tu verras à quoi ça ressemble. Profites-en pour faire des images un peu globales ou alors des macro-photographies de matière en me disant ça, ce sera fait et puis ensuite tu pourras attaquer l'humain plus tard. Vraiment, l'angle d'attaque pour moi, c'était la cohabitation entre les touristes et les mineurs. Donc c'était vraiment très important que j'aie cette interaction. Je sais que le Ramadan va encore durer 2 jours et qu'ensuite il y a les fêtes d'Idul Fitri, donc c'est les fêtes de fin de Ramadan. Donc là, tous les gens vont dans leur famille. Il y a le muezzin qui chante. Il y a beaucoup de prières dans la ville, beaucoup plus qu'en temps normal. Normalement, le muezzin chante 5 fois par jour. Là, en fait, il va chanter à n'importe quelle heure de la nuit et du jour et sur des périodes beaucoup plus longues. Donc moi, je m'imagine en fait qu'à la fin des fêtes d'Idul Fitri, ça y est, je vais enfin pouvoir photographier les mineurs sur la mine en train de grimper, en train de collecter le soufre dans leur panier, etc. Donc juste après donc ces fêtes du Ramadan, je décide de refaire l'ascension du volcan en imaginant que à 7 ou 8 heures du matin, je vais enfin pouvoir voir donc les mineurs arriver sur le site. Et en fait, j'attends, et je vois personne arriver. Du coup, ça m'inquiète. Je me dis, non, mais c'est pas possible, enfin, je vais jamais y arriver. Je fais d'autres images en me disant, je prends mon mal en patience. Et je redescends du volcan, et en discutant à la guest house, il m'explique que les mineurs, en fait, sont en train de faire grève. Parce qu'en fait, ils vendent le soufre 1000 roupies le kilo, ce qui fait à peu près 6 centimes d'euros. Donc, c'est vraiment que dalle. Et donc, ils espèrent en fait obtenir une augmentation du prix au kilo. Ils espèrent en fait atteindre 1500 roupies. Je me dis, c'est pas grave, je vais essayer d'en profiter pour aller photographier les manifestations, les gens qui sont devant l'industrie, qui manifestent et tout. Et il me dit, mais non, en fait, c'est pas comme les manifs en France. Personne ne va avec des banderoles devant l'usine. C'est en fait leur seule manifestation, c'est juste de pas aller travailler et de pas ramener de soufre. La grève dure au final 5 ou 6 jours, donc ça fait quand même beaucoup. Ils peuvent pas se permettre de continuer la grève parce que chaque jour non travaillé, pour eux, ça veut dire pas de revenus. Et donc ils finissent par obtenir 25 roupies d'augmentation au lieu de 500. Ils sont tous extrêmement déçus par ce qu'ils ont pu obtenir. 1000 roupies, ça correspond à 6 centimes, donc 25 roupies, c'est une misère. Eux me disent carrément, mais ils se foutent de nous, en fait. Mais ils peuvent rien y faire. Après, ils craquent, en fait, au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'il y en a qui espèrent, qui continuent, en fait, à être en grève, mais il y en a qui se remettent à travailler, donc j'arrive à avoir 5-6 personnes qui travaillent, et voilà, les 2 derniers jours, j'en ai vraiment beaucoup plus qui se mettent à travailler. Vraiment la personne qui m'a énormément aidée sur place. Ça a été Harry Pin. Donc Harry Pin, en fait, c'était le propriétaire de ma guest house. Donc j'ai eu la chance de tomber sur vraiment un des mineurs les plus respectés en plus du volcan Ijen.
Lui, en fait, quand je suis arrivée sur le volcan, tout de suite, il m'a présentée comme étant une journaliste, en plus hébergée chez lui, etc. Et donc, tous les autres mineurs se sont laissés prendre en photo beaucoup plus facilement. D'autant qu'il y a des dizaines de gens qui, tous les jours, prennent des photos et les prennent en photo. Pour moi, c'était super important, en fait, d'arriver à me différencier de cette masse touristique. Et d'être acceptée en fait voilà, comme une journaliste étant là pendant plusieurs jours pour les suivre. Harry Pitt, c'est quelqu'un de très calme, très posé. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un qui impose le respect tout de suite quand on le rencontre. Les Indonésiens sont généralement très fins, mais lui, il est quand même assez carré. Pas seulement parce qu'il porte du soufre, hein. Il y a certains mineurs qui sont plutôt filiformes, mais lui, il a une carrure quand même qui est assez impressionnante. Lui connaît très bien son métier, donc parfois, en fait, il sait où est-ce que c'est le plus impressionnant, à quel moment, voilà, ils vont faire des actions, ils vont faire des choses différentes. Donc, il me prend vraiment sous son aile, et puis par moments, il me fait signe, il me dit viens, il faut que tu photographies ça. Moi, généralement, j'arrivais avant eux, en fait, parce que j'essayais de photographier aussi tout le business touristique qui se développe sur le volcan. Donc pour moi, c'était important d'arriver aux premières heures du jour, d'arriver avec les touristes pour d'abord les photographier eux. Et ensuite, quand les mineurs arrivaient, en général autour de 7h du matin, j'enchaînais donc avec leur travail à eux. Et j'essayais de rester autant que possible, mais tout en sachant que comme le site fermait à 13h, il fallait que je sois redescendue du volcan avant 13h. Mon objectif, c'était quand même de photographier un peu toutes les étapes, enfin tout le process de collecte de soufre et de transformation du soufre, pour essayer voilà, de documenter au mieux tout le travail à la mine. Donc il y a plusieurs étapes. Il y a toute la maintenance du site, où du coup ils vont changer les canalisations et qui servent en fait à condenser le soufre. Les bidons en métal qui servent aussi à condenser le soufre. Il y a aussi voilà, le fait d'arroser les tuyaux régulièrement pour pouvoir abaisser la température. Il y a évidemment la collecte du soufre, donc qui se fait avec des paniers en osier et donc là où il remonte entre 80 et 100 kilos jusqu'au sommet du volcan, et ensuite ils redescendent de l'autre côté. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que vraiment, quand on est au milieu de ces canalisations, vraiment c'est là où les nuages toxiques sont les plus denses. Donc moi, j'ai jamais été en contact avec ces nuages-là, j'étais souvent en fait en périphérie. Mais eux sont vraiment donc, dans ces nuages en permanence. Et là, en fait, peu importe que le vent vienne de l'est, de l'ouest, du nord ou du sud, en fait, peu importe, ils sont vraiment dans le nuage, ultra toxiques. Moi, j'avais un masque à gaz, et en fait, même avec les masques à gaz, quand on se retrouve dans le nuage de soufre, c'est ultra dur de respirer. En fait, on sent le soufre qui se dépose dans l'œsophage, tout au long de la gorge. On a l'impression qu'on va étouffer, en fait. J'ai essayé de me mettre en apnée pour essayer de respirer le moins possible et avaler le moins de soufre possible. Mais quand on se retrouve dans un nuage la première fois de soufre, quand le vent tourne et qu'on se retrouve dans un nuage, c'est assez flippant. Les premières fois, c'est vraiment très impressionnant. Et donc, Harry Pitt, quand il voyait que j'avais du mal à m'extraire parfois, quand ça durait un peu trop longtemps, il venait me prendre par le bras, il essayait de me sortir de là, parce qu'en fait, on voit plus rien en plus. C'est des roches volcaniques et tout, donc après, pour marcher, c'est pas forcément évident. Et il y a en fait, une fois qu'ils arrivent en bas du volcan, ils sont payés au nombre de kilos de soufre qu'ils ramènent. Donc l'entreprise, elle n'est pas du tout sur le volcan, il y a personne qui surveille. Elle est uniquement à la réception du soufre, donc à l'entrée du parc naturel. Et donc là, quand ils redescendent en fait, avec les paniers, il y a tout un moment où ils pèsent le soufre. Et ensuite, ce soufre-là va être emmené jusqu'à l'usine en fait. Et donc là, il va être transformé. Et malheureusement, j'ai pas pu voir toute cette partie pesage et toute
toute la transformation parce que donc à cause de la grève, il n'y avait pas un volume assez important de soufre pour lancer ces étapes-là. Au fur et à mesure des jours, effectivement, ils me repéraient tous les uns les autres. Et quand il y avait un nouveau mineur qui arrivait, qui se remettait à travailler, lui, suite à la grève ou au ramadan, il lui disait « Ah, mais tu connais pas la petite journaliste française Ah, mais elle a déjà fait l'ascension 3, 4, 5 fois, bon, selon les jours. » Il me faisait rire parce qu'il me disait Ah, mais t'es super courageuse et tout. Et je leur disais Mais vous rigolez, vous faites ça des centaines de fois par an. Et parfois, pour certains, depuis 40 ans. Moi, j'ai monté 5 fois le volcan, enfin en tout 7 fois, mais c'est que dalle, quoi. Évidemment, je discute avec eux des maladies, par exemple, qu'ils peuvent développer. À cause des particules de soufre, il y a beaucoup d'embolies pulmonaires, il y a pas mal de maladies chroniques, en fait, respiratoires qui se développent, qui les empêchent de travailler à long terme parce que parfois, ils n'ont plus la condition physique nécessaire pour continuer à travailler. Ou alors, dans certains cas, en fait, si les fumées sont beaucoup plus denses, ils vont faire des intoxications et ça peut être fatal, en fait, s'ils ont déjà pas mal supporté, en fait, ces conditions-là auparavant. Après, il y a pas mal d'accidents aussi. Par exemple, Harry Pin, donc, m'a accompagnée régulièrement. Lui, il a déjà eu plusieurs morts dans sa famille, notamment son oncle, là, qui est mort à 41 ans avec des symptômes d'embolie pulmonaire et de problèmes chroniques respiratoires. Un de ses amis, pareil, 38 ans, qui est mort il y a quelques mois, des mêmes problèmes. Et il y a aussi son père qui a eu un gros accident en entrant en collision avec un touriste. En fait, il remontait 95 kilos de soufre ce jour-là, enfin en tout cas plus de 90, d'après ce que m'a dit Harry Pin. Le chemin est tellement étroit que le touriste ne s'est pas mis sur le côté pour le laisser passer, il lui est rentré dedans. Il est tombé à la renverse avec les 95 kilos de soufre sur ses épaules. Il est resté immobilisé pendant 1 mois sans pouvoir marcher en fait après cet accident. Le touriste ne s'est même pas arrêté en fait pour voir s'il allait bien ou pour s'excuser. Ils sont tellement en contact avec les nuages de soufre en permanence que parfois ils ont besoin de s'en extraire, de pouvoir respirer normalement pendant quelques temps. Et donc ils ont une sorte de petite cabane en bâche bleue dans laquelle ils vont faire une petite postée ou déjeuner et tout. Donc là, c'était le moment du déjeuner et donc on partageait, donc moi avec 5 ou 6 autres mineurs, on partageait une assiette de riz blanc avec quelques biscuits. Et donc là, je vois un Chinois qui rentre dans la tente sans leur demander leur autorisation et qui se met à faire des photos d'eux au moment de leur pause déjeuner. Et du coup, je me suis vraiment dit, mais il n'y a aucune limite en fait. Et je trouvais ça choquant en fait. Je me suis dit, mais j'ai l'impression d'être dans un zoo, quoi. Enfin, d'avoir aussi peu de respect pour l'être humain, en fait, ça m'a assez choquée. De manière générale, toutes les interactions que j'ai trouvées entre les touristes et les mineurs étaient un peu surréalistes. Par exemple, pour monter sur le volcan, 3,6 km d'ascension. Bon, bah, moi, je les ai fait à pied, comme pas mal de touristes. Mais en fait, depuis quelques temps, un restaurant donc, à Bali a offert aux mineurs une centaine de chariots pour leur permettre de redescendre le soufre plus facilement, sans avoir à le porter en fait. Donc ils peuvent mettre jusqu'à 300 kilos de soufre sur le chariot. Mais en fait, les mineurs se sont rendus compte que c'était plus intéressant pour eux financièrement de déplacer des touristes avec. Et donc on les voit qui remontent les touristes donc, sur 3,6 km, 2 qui les tirent avec des cordes et 1 qui pousse à l'arrière jusqu'en haut du volcan. Et pareil pour la descente. Harry Pin se laissait assez facilement prendre en photo parce qu'il avait bien compris que ça rapportait quand même beaucoup d'argent. Puisqu'en fait, un portrait, ils le monnaient entre 5 000 roupies et 50 000 roupies. Ils vendent 1 kilo de soufre 1 000 roupies.
Donc une photo, c'est comme si en fait lui remontait sur son dos entre 5 et 150 kilos de soufre. Il avait différents revenus quoi. L'extraction de minerais, la guest house, les photos, enfin les selfies, et aussi en fait ils font des sortes de petits souvenirs en soufre. Ils ont des petits moules dans le cratère, ils mettent du soufre liquide dans les moules, ils attendent que ça sèche, et après ils les vendent aux touristes. Donc c'est des petites formes de tortues, des petites formes de I Love It donc le nom du volcan. Et donc ça, pareil, ils le vendent finalement beaucoup plus cher au kilo que le soufre au naturel. Arifin, c'était le seul à pouvoir monter en moto sur le volcan. Avant-dernier jour, moi, je me préparais à redescendre. Et puis je l'ai croisé en fait à la cafétéria et lui aussi était sur le point de partir. Il m'a proposé en fait de me ramener parce que je logeais chez lui dans sa guest house, donc il m'a proposé qu'on fasse la route ensemble. Du coup, j'ai pu monter en fait derrière lui sur la motocross et donc faire toute la descente du volcan, donc vraiment très très pentu derrière lui. Le seul inconvénient, c'est qu'en fait, c'est une moto qui est faite pour une personne et j'avais pas du tout de support pour mettre mes pieds. Et la descente jusqu'au village durait environ 1 heure, enfin presque 1 heure. Une fois arrivée au village, j'étais en train de tétaniser et tout. J'avais vraiment du mal à tenir mes jambes. J'étais obligée de mettre ma cheville dans ma main d'un côté puis de l'autre pour essayer de tenir jusqu'au bout. On a refait ce trajet ensemble et au moment de partir, il avait fabriqué un système en fait avec un petit bout de bois et un caoutchouc qui me permettait de reposer mon pied à l'arrière. Le seul inconvénient, c'est que quand on a commencé à rouler, en fait, au bout d'un moment, mon pied, en fait, en appuyant sur la baguette en bois, de l'autre côté, il est venu toucher la chaîne de sa moto et tout à coup, en fait, on a entendu un grand claquement, on a vu plein de pièces de métal partir sur la route. La chaîne de sa moto venait de casser. Il est resté super calme, il a juste été récupérer ses pièces dans le fossé et il m'a dit c'est pas grave et tout, on remonte. Et donc on a fait toute la descente en roue libre en fait sans moteur jusqu'au premier garage à l'entrée du village et puis il l'a mise à réparer. Au bout de 15 jours, j'avais gagné leur respect, j'en connaissais de plus en plus, donc c'est vrai que c'est parfois difficile de se dire qu'on repart et qu'on reviendra jamais et que c'est vraiment une page qu'on tourne. Avant de partir, j'ai évidemment dit au revoir à Aripine, à donc son fils Wafa, et donc à la femme d'Aripine, qui me faisait à manger tous les jours. Avec elle était jamais montée sur le volcan. C'est quelque chose qui me surprenait, voilà, de me dire le volcan est finalement à 1 heure de chez elle et son mari y va tous les jours depuis des dizaines d'années et elle n'est jamais montée au sommet du cratère. Et donc je lui avais dit mais pourquoi vous faites pas l'ascension? Pourquoi vous allez pas voir cet endroit qui déjà est magnifique et puis qui en plus fait partie de la vie de votre mari? Et dans un premier temps, elle m'a dit mais non, mais la route est difficile. C'est physique, moi je suis pas très sportive et tout. Mais en fait, en creusant, en rediscutant un peu plus longuement avec elle, je me suis rendu compte que ce qui lui faisait le plus peur, c'était pas forcément donc l'ascension, c'était plus qu'il y a un accident en fait sur place. Parce que elle, au cours des années, elle a vu son mari parfois hospitalisé suite à des émanations de fumée très toxiques. J'ai posé la question en fait à Ripine de quand t'es exposé à ces fumées toxiques, comment est-ce que tu le ressens physiquement? Enfin, lui il me l'a décrit en fait comme des millions d'aiguilles qui lui rentraient dans le corps. Ça lui brûlait les yeux, donc pendant plusieurs jours il pouvait plus ouvrir les yeux et il était aveuglé. Tout son corps était comme brûlé en fait. Sa femme en fait elle a connu ces moments-là et je pense qu'elle est vraiment très inquiète. Voilà, plus à l'idée de ce qui pourrait arriver en fait sur place que par l'ascension en elle-même. Donc je reprends le ferry pour Bali. Et une fois sur place, voilà, j'ai 24 heures de battement et je me dis, j'avais envie depuis très longtemps en fait de laisser un souvenir aux gens qui m'avaient hébergée pendant autant de temps comme ça, mais généralement j'ai pas le temps. Et donc là j'ai quand même, j'ai pris le temps d'aller dans un petit magasin photo
qui m'a imprimé en fait les portraits des mineurs. Donc voilà, les images qui étaient les plus importantes pour eux, et pas forcément celles que moi je vais utiliser dans mon reportage. Donc j'ai pris le temps de leur renvoyer par la poste en mettant un petit mot et en leur disant c'est pour donc la cafétéria, voilà l'endroit où en fait ils dorment quand ils sont sur le volcan, pour que vous ayez une trace de ce qu'on a vécu ensemble et puis des souvenirs aussi de ce que vous faites au jour le jour. Que ce soit les carrières de calcaire en Égypte, donc cette mine de soufre en Indonésie, et puis le dernier sujet que j'ai fait là, il y a moins d'un mois en Inde sur une mine de charbon. On est sur de l'extraction de minerais avec des conditions de travail vraiment extrêmes. Et tous ces matériaux vont être utilisés dans nos objets du quotidien. On n'a absolument aucune idée de comment est-ce qu'ils ont été produits. On ne sait pas du tout dans quelles conditions les gens travaillent. Et du coup, je trouvais ça super intéressant en fait, de pouvoir documenter ces 3 lieux dans l'espoir un jour de l'exposer peut-être ensemble pour qu'on se rende compte qu'en fait, c'est plus une problématique locale, mais ça devient une problématique globale et que dans plusieurs pays, sur plusieurs continents, on va retrouver les mêmes problèmes. Par exemple, le calcaire, ça va être utilisé dans tout ce qui est cimenterie, ça va être utilisé dans des industries pharmaceutiques, ça va être utilisé pour faire des céramiques, de la teinture. Le soufre, ça va être utilisé dans nos produits cosmétiques pour faire des allumettes, de la poudre pour les armes, des insecticides, pour raffiner le sucre pour qu'il devienne blanc. Et le charbon, on sait, hein, c'est une énergie fossile. Sydney terminera son triptyque photographique sur le travail minier en conditions extrêmes avec un dernier reportage intitulé Terre de feu sur des mines de charbon du nord-est de l'Inde dans la région du Jharkhand. Son appareil photo en main, elle continue d'arpenter la planète pour raconter le monde tel qu'il est, dans ses beautés et dans ses absurdités. Les Baladeurs, une série audio Léo Others signée Camille Juzo, avec la musique de Alissane Brassac et le mixage de Laurie Galigani. Vous pouvez retrouver une autre histoire d'engagement racontée en saison 1 par Alban Grosdidier pour dénoncer l'industrie pétrolière. Noir pétrole dans l'Arctique russe, c'est le titre de cet épisode. Cette histoire vous a plu ? Laissez un commentaire, des étoiles ou suivez-nous sur Facebook et Instagram ou encore allez dévorer le site Les Others pour découvrir toujours plus d'histoires aventureuses. À bientôt!